Le dernier épisode de la série Ahsoka semble enchanter certains spectateurs et en laisser d'autres dans la consternation. Décidément, les œuvres de l'univers Star Wars naviguent rarement en eau tranquille. Je vous rappelle que la vidéo sera pleine de spoilers pour ce dernier épisode. Par ailleurs, je vous donne rendez-vous ce jeudi 5 octobre en live sur Twitch à 20h30 pour discuter avec Thibaut Icarius de la chaîne Histoire Appliquée. Nous évoquerons notamment le film de science-fiction The Creator, mais sans doute aussi d'autres sujets autour de la culture pop, des armes, des armures et que des trucs sympas. Certains d'entre vous vont me trouver lourdingue, je n'en doute pas, mais quand même, je reviens sur la durée des épisodes, 41 ou 42 minutes effectives pour le final d'une série en 8 épisodes. C'est pas grand chose. Ce problème est lié, selon moi, à un autre bien plus essentiel, cette obsession de préparer le terrain pour une suite et de ne pas aller au bout d'une piste ou d'une histoire. Cette façon de structurer une narration connectée entre divers films et séries menace depuis un moment maintenant de faire vaciller l'univers cinématographique Marvel et on sent la formule être appliquée sans pitié ici même pour Star Wars. Pour apprécier cet épisode, il est impossible de le considérer comme un final. On doit d'une part très bien connaître les séries animées de Dave Filoni qui précèdent et en plus se projeter sur les développements à venir pour espérer obtenir un jour quelques réponses aux questions soulevées pourtant dans la série elle-même. Selon la perspective de chacun sur ces points, on appréciera plus ou moins ces 40 minutes au cours desquelles on souligne qu'un Jedi n'est pas défini par sa maîtrise du sabre laser, tout en nous les montrant découper ou transpercer des adversaires pour une bonne moitié du temps. Là où l'épisode et la saison fonctionnent bien, c'est dans la mise en place et le développement de la relation de maître à élève d'Ahsoka et Sabine, relation qui se nourrit de l'évolution du rapport d'Ahsoka à son maître et ce qu'il est devenu. Et bien sûr, il n'est pas anodin que l'épisode se termine par ce sourire d'Anakin veillant sur sa padawan, un fantôme de la Force. Il ne l'a jamais laissé tomber de son vivant, tant qu'il était encore un Jedi du moins, et on nous montre qu'il en va de même par-delà la mort. C'est la relation de confiance établie entre Ahsoka et Sabine qui amène Anakin à sourire, de même que la sagesse de son ancien élève qui sait qu'elle se trouve là où elle doit se trouver. Sur le promontoire du temple, Sabine applique enfin le conseil qu'elle rappelle elle-même quelques instants plus tôt dans l'épisode, ne pas se séparer. Elle permet ainsi à Ahsoka de vaincre et de poursuivre une lutte qui s'annonce essentielle sur Peridea, du moins on peut le supposer, car l'épisode ne nous laisse qu'avec cela des suppositions. Une autre façon de voir le verre à moitié plein consiste à souligner la qualité visuelle de certains plans, notamment cette arrivée du Chimera en orbite de Dathomir. Toutefois, pour le verre à moitié vide, on a aussi des incrustations un petit peu hasardeuses et surtout des chorégraphies de combat contre les Troopers qui montrent combien ces derniers sont coopératifs pour ne pas abattre tout simplement les héros dans le dos. Et puis il faut le dire, dès qu'on réfléchit un peu sur la logique des événements, des décisions, les engrenages commencent à sérieusement grincer sous le poids du n'importe quoi. J'ai toute une série de questions pour vous. Comment Ezra a-t-il échappé au vaisseau de Thrawn il y a 10 ans? Pourquoi l'a-t-on laissé faire du camping avec des Bernard l'ermite pendant tout ce temps? Pourquoi le chargement du vaisseau se fait-il au dernier moment? Pourquoi encore les héros avancent-ils littéralement à vitesse de tortue en début d'épisode avant de se faire allumer par 2 TIE Fighters? Pourquoi Thrawn n'envoie ses troupes qu'au compte-gouttes pour stopper Ahsoka alors qu'il passe son temps à dire qu'il ne faut surtout pas la sous-estimer et que 2 TIE Fighters de plus auraient définitivement fait le job. Pourquoi les Sœurs de la Nuit ne perçoivent-elles pas l'arrivée d'Ezra à bord du Chimera et pourquoi le seul point d'accès au Chimera avant son envol n'est pas garni d'une 50aine de troopers au moins? Pourquoi Ahsoka refuse-t-elle qu'il neutralise rapidement Morgan à 3 pour gagner un temps précieux et stopper Thrawn? On me dira que je chipote, qu'il faut se laisser porter, etc. Mais au bout d'un moment, c'est aussi le boulot du scénario d'être un petit peu crédible. Et s'il n'y avait que ça, je pourrais me contenter du rythme de l'épisode et de voir un combat plutôt cool entre Morgan et Ahsoka, l'épée de Talzin contre les sabres laser. Toutefois resterait quand même cette question du choix de ne clore ni même vraiment de faire avancer significativement certaines pistes essentielles lancées depuis le début de la saison. Qu'y a-t-il dans la cargaison du Chimera? Est-ce que ce sont des Sœurs de la Nuit mortes qui seront réanimées sur Dathomir? On n'en sait absolument rien. Qu'est-ce que Baylan Skoll souhaitait faire? Quand on connaît la Trinité de Mortis, on sait qu'il a trouvé un endroit très particulier consacré à ces divinités de la Force. Il se trouve sur une sculpture gigantesque du Père, le garant de l'équilibre, et on reconnaît à droite celle du Fils,
qui représente le côté obscur. La fille n'apparaît pas pour souligner très certainement son sacrifice dans The Clone Wars, c'était pour rendre la vie à Ahsoka justement. Et dans la lignée, la présence de Morai, cet oiseau qui ressemble un peu à une chouette et qui appartient à l'espèce des Convors, souligne encore ce lien entre la fille, le côté lumineux, et Ahsoka. Malheureusement, on nous laisse uniquement avec des suppositions hasardeuses pour Baylan Skoll, et si on revoit ce personnage un jour, ce sera sans la performance de Ray Stevenson, malheureusement, qui était là pour l'animer avec cette calme puissance qui émanait de lui. Alors est-ce que Baylan Skoll voulait trouver un passage vers le monde entre les mondes possible, mais peut-être quelque chose de plus? On peut penser à Abelos, encore une fois, que j'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais je pense surtout que les scénaristes n'ont pas encore défini. Du côté de Shin Hati, la padawan de Baylan Skoll, apparemment, son nouveau goal dans la vie, c'est de devenir chef d'une bande de pillards. Des pillards qui ne pillent rien, puisque la planète est vide, si on en croit la série, mis à part ces pauvres naughty qui sont tellement pauvres que les pillards risquent surtout de les dépouiller d'un gros découvert bancaire. Ah c'est sûr, là, niveau ambition, c'est du lourd pour Shin Hati, et si jamais elle a un gamin avec un pillard, ce sera le kid de Shin Hati. Désolé. Comme j'ai déjà pu l'évoquer, on sait bien que tout cela participe au fameux film de Dave Filoni, qui devrait aussi faire intervenir toute la clique du Mandalorien dans l'histoire. Ce sera peut-être très bien, mais je trouve franchement dommage de réduire l'impact et le potentiel d'une série parce qu'il faut absolument conserver de la confiture à étaler pour les tartines de 2026. Alors oui, on discute en ce moment d'une saison 2 d'Ahsoka, et cette première saison avait vraiment ses bons moments, mais quel gâchis et quel manque de confiance dans ses capacités créatives d'être aussi avare dans ce qu'on est au moins sûr de diffuser et de proposer au public. Cette approche à l'économie manque franchement de générosité, et pour une partie du public, ce sera un goût amer en bouche, celui d'avoir été laissé en plan alors qu'on lui avait fait miroiter quelques révélations mystiques. Concernant Thrawn, enfin, je le trouve bien obsédé par l'Empire par rapport à ses motivations des livres, admettons, mais pour ce qui est de prouver qu'il est fin stratège, c'était quand même très limite avec cet épisode. On peut néanmoins apprécier son seul dialogue direct avec Ahsoka, qui tourne autour d'Anakin, et il frappe directement là où ça fait mal, en insinuant que l'élève pourrait suivre le chemin du maître. Au passage, l'usage du terme Ronin, un samouraï sans maître, trouve ici une double signification. D'une part, Anakin est mort, et d'autre part, Ahsoka ne répond à aucun ordre ni aucune autorité, elle est une sorte de chevalier errant. Et de ce point de vue, Thrawn devrait se méfier car les Ronins, les Ronin cassent des bouches dans tous les films. Il devrait revoir son analyse culturelle de la situation, le mec bleu. Et justement à ce sujet, le fait que Morgan se sacrifie pour Dathomir et non pour l'Empire nous en dit un peu plus sur les véritables motivations des sorcières. Voilà qui vient renforcer cette idée que la cargaison du Chiméra pourrait être composée de corps de sorcières sortis des cryptes. Et au vu de la réaction des sœurs quand Thrawn donne l'ordre de détruire la forteresse de leur civilisation, on peut se demander si des tensions n'apparaîtront pas plus tard dans cette alliance. Clairement, les sœurs agissent dans l'intérêt de leur ordre avant tout, de leur culture, pas dans celui de l'Empire. Et du côté de la magie des Sœurs de la Nuit, justement, on a eu droit enfin à des troopers qui se relèvent en zombies, mais clairement ces soldats n'étaient pas morts-vivants initialement. Et par ailleurs, bien sûr, on ne sait pas trop pourquoi ils n'abattent pas Ahsoka pendant son combat contre Morgan quand ils sont en cercle autour des deux, ni pourquoi on sépare les deux meilleurs combattants, les gars en armure noire, là, du reste des troupes, ce qui ne fait que faciliter le travail pour les héros qui sont en large infériorité numérique. Encore une fois, je le répète, l'épisode n'est pas foncièrement désagréable, on a quelques séquences dynamiques qui s'enchaînent bien et tissent une illusion, mais il faut vraiment être assez fan pour se projeter uniquement sur ce qui viendra par la suite et aussi se satisfaire du statut purement transitoire et inachevé de cette saison. Je vous donne rendez-vous ce jeudi soir sur Twitch à 20h30 et vendredi et jour suivant pour le premier épisode de Loki saison 2, sans oublier Gen V épisode 4, le spin-off de The Boys bien sûr, et le final de La Roue du Temps saison 2. Ça fait beaucoup là quand même. A très vite pour de nouvelles aventures.